Bonjour à tous. Alors, vidéo aujourd'hui sur la correction des exercices sur ce chapitre 8 sur les synthèses organiques et il y avait quelques exercices à corriger. Alors, on va commencer par le numéro 10. Alors, c'est vrai que la plupart de ces exercices, j'en ai donné pas mal parce que dans ce chapitre, rien ne remplace l'expérience. Malheureusement, on n'a pas pu faire d'expérience, donc des exercices à caractère expérimentaux. Dans cet exercice 10, justement, il faut associer à chacune des étapes proposées un schéma pour voir donc, si vous avez compris à quoi servaient les ustensiles. Alors, première étape, il faut mélanger dans un ballon avec 18 ml d'huile de soja, une solution de concentration en hydroxyde de sodium, et on chauffe à reflux pendant 30 minutes. Voilà. Donc, dans l'étape numéro 1, ce qui est important à retenir, c'est qu'on fait un chauffage à reflux. Donc, comme on l'a vu dans le cours, le chauffage à reflux, c'est un schéma bien caractéristique. Et ici, c'est le schéma E. Dans l'étape numéro 2, alors l'étape numéro 2, il faut laisser refroidir le mélange quelques minutes, puis transvaser dans un bécher contenant une solution aqueuse de chlorure de sodium. Voilà, donc clairement, il n'y a qu'un seul schéma. Alors, il y en a deux. Alors, il y a voilà, donc un schéma avec une ampoule à décanter, ça va pas être ça. Donc on transvase, donc en fait le liquide, le mélange réactionnel, il est dans le ballon du chauffage à reflux, et on le verse dans un bécher. Donc ici, ici c'est tout simple, c'est le schéma numéro 1, il n'y a pas grand chose à expliquer, désolé, je cherchais une explication plus poussée, mais non, c'est très simple. Étape numéro 3. Alors, étape numéro 3, filtrer sous vide le précipité obtenu, rincer à l'eau salée, sécher puis peser, choisir voilà, la masse obtenue et temps. Bon, bref. Donc là, c'est un vrai protocole, je dirais, d'expérience. Ici, dans l'étape numéro 3, ce qu'il faut retenir, c'est la filtration sous vide, qu'on appelle aussi la filtration Buchner. Hein, vous avez une vidéo pour vous montrer ça sur le cours. Vous avez des liens. Alors, c'est vrai que des filtrations, il y en a deux, hein, B et C. En C, c'est une filtration simple qui prend 4 heures parce que finalement, c'est la gravité qui fait que ça se décante tranquillement. Alors, pour accélérer le mouvement, on fait ça sous vide. Donc, on aspire de l'air dans la fiole à vide. Et évidemment, la filtration se fait beaucoup plus vite. Au lycée, on a bien sûr ce genre de dispositif. Ça nous prend 5 bonnes minutes pour filtrer une bonne solution. Ça dépend du filtrage, pas du filtrage, mais du solide à récupérer. À l'IUT de chimie d'Orléans, en 30 secondes, c'est fait, vu les filtrations qu'ils ont. C'est carrément professionnel. Donc, filtration Buchner, c'est le schéma B. Voilà pour cet exercice 10. Le suivant, c'est l'exercice numéro 13. Bon, je pense que j'ai la place de le faire là. Alors, dans le numéro 13, il faut essayer de donner des réponses aux questions. C'est simple. Alors, première question. Alors, on vous dit donc que l'éthanoate d'isoamyle, c'est donc une espèce utilisée comme un arôme, c'est un ester, donc odorant. On chauffe à reflux pendant 30 minutes le mélange nécessaire à sa synthèse. Une fois la transformation terminée, on refroidit le ballon et on verse le mélange dans une ampoule à décanter contenant de l'eau salée dans laquelle l'éthanoate est peu soluble. Et là, on observe deux phases distinctes. Donc là, il y a plusieurs petits points dans le texte, si vous avez relevé ça, et je pense que les questions sont là pour mettre en valeur ces petits points. Alors, pourquoi refroidir? Alors,
pourquoi refroidir? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on refroidit, je vais l'appeler l'ester hein, parce que éthanoate d'isoamyle c'est plus loin à écrire, donc l'ester est moins soluble à froid dans le reste du mélange réactionnel. Voilà. Donc on refroidit toujours après un chauffage à reflux pour finalement avoir une moins bonne solubilité de l'ester dans les autres composés qui constituent le mélange réactionnel à la fin de la synthèse. Et ça nous permet justement de répondre aussi à la question 2, hein, c'est un lien pour la question 2, justifier la formation de deux phases distinctes dans l'ampoule à décanter. Eh bien, plus l'ester est froid et moins il est soluble dans l'eau. Et là, on a mis de l'eau salée. Alors, donc là, finalement, lorsqu'on met de l'eau salée, en fait, on fait ce qu'on appelle un relargage. C'est dans le cours. Relargage, je ne sais pas s'il y a un U ou pas. On va dire que non, relargage. Pourtant, ça, c'est du CE1. Ma fille apprend son gueux en CE1. Relargage, je crois qu'il y a un U. Ça me choque là. Donc, il y a un U, relargage. Donc, le relargage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, on va augmenter la densité. Alors, il y a deux choses, on augmente la densité de la solution aqueuse. Hein, l'eau salée est plus dense que l'eau normale. Et aussi, on diminue la solubilité de l'ester dans la solution aqueuse. Donc c'est ça qui est le plus important. L'ester, il est moins soluble dans la phase aqueuse quand il est froid et lorsque la phase aqueuse est salée. Donc là, vraiment, déjà, l'ester... Alors l'ester, on peut le considérer un peu comme une huile. Hein, on le voit lorsqu'on fait les expériences, c'est un peu huileux. Donc voilà, l'huile et l'eau, ça se mélange pas très bien, hein, c'est non miscible. Malgré tout, on peut avoir un peu d'ester dans de l'eau, mais c'est vrai que là, si on augmente, si on met du sel dans l'eau, on diminue la solubilité de l'ester, et ici en plus c'est froid. Donc là, on peut bien sûr facilement séparer les deux. Alors, justement, on sépare avec quoi? Eh bien, avec une ampoule à décanter. Donc on met tout ça ensemble. Voilà. Et puis à la fin, donc, on a, bon, je vous le fais vite fait, hein, hop, l'ampoule à décanter avec le robinet. Ouais, c'est pas très joli là, ici, comme ça, voilà. Et vous avez deux phases, donc la première phase ici, la deuxième phase là. Voilà, comme ça. Voilà. Et où se trouve la phase organique, où se trouve la phase aqueuse, en haut ou en bas. Donc phase aqueuse, c'est là où vous allez avoir l'eau salée, phase organique, c'est là où vous allez avoir l'ester. Il suffit de regarder les densités qui sont données à la fin de l'exercice. La densité de l'ester, c'est 0,9. La densité de l'eau salée, c'est 1,1, pas 1, vous voyez, c'est plus fort. Donc la plus forte densité va être en dessous. Donc ici, vous allez avoir la phase aqueuse et la phase organique plus légère, moins dense, qui sera au-dessus. Voilà, donc ça c'est très classique en expérimentation. Voilà, exercice suivant, donc numéro 15. Exercice numéro 15, c'est très simple. Le camphre, constituant du baume de tigre, du tigre, c'est synthétisé en laboratoire et expliquer précisément comment l'identifier en mesurant une de ses caractéristiques techniques et physiques plutôt. Voilà. Donc, alors après, il faudrait savoir si effectivement s'il est liquide ou solide. Et ça, on ne vous le donne pas. Alors moi, de mémoire, je pense que c'est plutôt solide. Oui, bah
toute façon à température ambiante, je suis un peu bête. Oui, un peu débile ce que je viens de dire. Donc, on regarde, hein, température de fusion, on est à 175 degrés. Température d'ébullition, on est à 209 degrés Celsius. Donc, alors il faut savoir que la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. L'ébullition, c'est de liquide à vapeur, donc à gaz. Et donc, on va dire à 25 degrés, en ce moment il fait un peu plus chaud, donc à 25 degrés, évidemment, le camphre, il est solide. Donc, pour savoir si c'est du camphre, eh bien, on va utiliser la température de fusion et le matériel, c'est le banc Koffler. Donc, le banc Koffler qui va vérifier la température de fusion. Voilà. Vous avez une vidéo dans le cours, un lien pour une vidéo dans le cours qui vous montre comment utiliser un banc Koffler. Voilà pour l'exercice numéro 15. Exercice numéro 19 maintenant. Alors, dans cet exercice 19, il faut, on va parler maintenant un peu des rendements. Hein, le rendement d'une réaction, c'est très important. On fait tout le temps ça à la fin d'une réaction. Alors, vous avez la benzoïne qui peut être préparée à partir de benzaldéhyde. Et on a l'équation suivante. Alors, je vais la marquer, l'équation, comme ça on l'aura quand même sous les yeux. Donc, 2 fois C7H6O, qui est donc liquide, va donner C14H12O2. Voilà. Et donc, on vous dit, en admettant que le rendement de la réaction est de 80%, hein, donc le rendement N est égal à 0,8, on peut dire aussi que c'est égal à 80%, on peut l'écrire comme ça, mathématiquement, on a le droit, j'ai demandé à un prof de maths. Moi, ça me choque, en tant que physicien, je ne mettrai que 0,8. Mais un mathématicien m'a dit que vous pouvez mettre 80%, donc je le crois. Bon, je pense que vous savez à qui j'ai demandé. Voilà. Donc, alors, oui, la question, qu'est-ce que c'est que la question? La question, c'est calculer la quantité de matière de benzaldéhyde nécessaire pour obtenir 0,037 mol de benzoïne. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est calculer, on va dire N1, si j'ai N2 égale à 0,037, sachant que j'ai 80% de rendement. Voilà. Alors, justement, le rendement, N, il est égal donc à 0,80, et c'est égal à la quantité de produit obtenu sur la quantité max qu'on pourrait obtenir si la réaction était totale et qu'il n'y avait pas de perte. Voilà. Donc justement, calculons cette quantité de matière max qui va être égale donc à la quantité de produit sur le rendement. Et donc si je fais l'opération, ça fait 0,037 divisé par 0,8, enfin 80 pour avoir deux chiffres négatifs, et ça nous fait 0,046 mol. Donc, avec 100% de rendement, on obtiendrait 0,046 mol de ce produit-là, qui est donc la benzoïne. Voilà, ça c'est la benzoïne. Mais moi, ce que je veux, c'est N1, ici. Or, donc si on a une réaction totale, on voit qu'ici, on a des coefficients stoichiométriques, 2 et 1, et donc on peut raisonner par rapport à ça. C'est-à-dire que pour deux molécules, je ne me rappelle plus du nom, de benzaldéhyde, eh bien on obtient une molécule de benzoïne. Pareil, pour 2 moles, on obtient 1 mol. D'accord. Donc d'après l'équation, on peut écrire la relation de proportionnalité qu'on a entre les deux. Donc d'après l'équation, la quantité N1 est égale à 2 fois la quantité, je dirais, max du produit, hein, de celui-là. Alors pas N2 parce que c'est 0,37, hein, mais N max. Voilà.
Donc N1 c'est égal à 2 fois ça. Bah oui, parce que si j'en ai 2 là et 1 là, bah j'en ai 2 fois plus de ça que de ça. Donc pour avoir la quantité 2, il faut que je multiplie par 2 ici. Bon, c'est une relation de... Bon, il suffit juste d'inverser les coefficients proportionnels de stoichiométriques. Alors N1 est égal à 2 fois N max. Voilà. Donc c'est ce que je veux savoir, N1. Donc N max on l'a calculé, donc 2 fois 0,046. Et ça nous fait donc du 0,092 mol. Voilà la réponse à la question. Il me faut 0,092 mol de benzaldéhyde pour obtenir avec 80% 0,037, j'ai oublié l'unité, mol de benzoïde. Voilà pour l'exercice numéro 19. Alors on va continuer. Après le 19, donc on a le 22. Alors le 22, vous avez dans cet exercice alors une synthèse du méthanoate d'éthyle. C'est ça. Le méthanoate d'éthyle, qui là aussi est un ester. Hein. Donc là on est sur le 22. L'équation est la suivante. Ok, on a tout le protocole, je ne vais pas tout relire. Première question, petit a. Il faut nommer, schématiser et légender le montage photographié ci-dessus. Je vais mettre voir cours. Hein. Voilà. Donc dans le cours, vous avez le schéma. Et, alors il faut, voilà, il y a le réfrigérant à boule, le réfrigérant droit, l'arrivée d'eau, sortie d'eau, vous avez le chauffe-ballon, le ballon, mélange réactionnel, thermomètre, support élévateur, vous avez des noix, des pinces, des statifs, l'arrivée d'eau se fait par le bas, la sortie d'eau par le haut, et vous avez donc un Erlenmeyer à la sortie qui tient tout seul en équilibre, ça me plaît pas, même s'il y a des pinces, c'est pas très... ouais. Moi, j'aurais mis un support élévateur pour tenir ça, malgré tout. Bref, voilà, donc je ne vais pas refaire le petit A. Petit b, justifier que le liquide recueilli dans l'Erlenmeyer, c'est bien du méthanoate d'éthyle. Donc là, ce qu'on est en train de faire, voilà, donc là il faut regarder tout simplement la température d'ébullition de tous les composés. Vous avez donc le premier, donc l'éthanol, donc température d'ébullition, donc là je suis que sur les températures d'ébullition, hein, de l'éthanol, l'éthanol c'est C2H6O, donc température de l'alcool, on est sur du 78 degrés Celsius, la température pardon, de l'acide, alors l'acide c'est HCO2H, on est sur du 101 degrés, hein, parce qu'un ester c'est pas compliqué, alors ça je vous l'ai pas dit, parce que c'est pas dans le programme, mais en fait si vous mélangez un acide plus un alcool, vous allez obtenir un ester plus de l'eau. Voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est assez simple. Moi, je faisais ces expériences en troisième, il y a une dizaine d'années. On les fait en seconde. C'est assez facile à faire. Et donc, la température d'ébullition de l'ester, c'est 57 degrés. Donc, si on chauffe à reflux, doucement, on fabrique le mélange et en même temps, on peut le récupérer. Donc là, dans un deuxième temps, on fait ce qu'on appelle une distillation fractionnée, c'est-à-dire que j'ai envie de recueillir le composé le plus volatile, c'est-à-dire celui qui a la plus petite température d'ébullition. Et effectivement, la plus petite température d'ébullition, c'est bien l'ester. Le thermomètre est là justement pour vérifier que la température des vapeurs émises est bien de 57 degrés. Si vous chauffez trop fort, vous allez avoir aussi un petit peu d'alcool qui monte dans le réfrigérant et le thermomètre va vous indiquer 78 degrés. Si vous êtes à 78 degrés, évidemment vous avez de l'ester, mais vous avez aussi un peu de l'alcool. Donc le distillat que vous recueillez dans l'Erlenmeyer n'est pas pur. Donc c'est pour ça qu'il faut chauffer doucement pour que les vapeurs, il faut prendre le temps tout simplement. Là vous avez 1 heure de chauffage minimum pour recueillir l'ester.
Et dès qu'il n'y a plus d'ester, eh bien, vous avez après l'alcool qui va s'évaporer. Et donc, dès que la température des vapeurs monte au-dessus de 57 degrés, qui est un palier, là, vous arrêtez le chauffage. Ça veut dire que vous avez récupéré tout l'ester. Voilà, donc ça, c'est vraiment des techniques expérimentales. Bon, là, j'essaye de vous donner un exercice qui recueille tout ça. Ok, ensuite, question 2A. Alors, question 2A, c'est du calcul. Il faut calculer les quantités de matière. Alors, pour les réactifs, hein, initialement introduits, donc on va commencer par l'éthanol. Alors, avant de calculer la quantité de matière, il faut calculer la masse molaire de l'éthanol. Donc, la masse molaire de l'éthanol, c'est 2 fois la masse molaire du carbone plus 6 fois la masse molaire de H plus 1 fois la masse molaire de O, parce que la formule brute c'est C2H6O. Donc ça fait 2 fois 12,0 plus 6 fois 1,0 plus 16. Alors ça, on prend les valeurs dans le tableau périodique. Et ça nous fait du 46 grammes par mol. Ok, et là maintenant on peut calculer N1, j'ai envie. N1 qui est égal donc à petit m 1 sur grand M de l'éthanol. Or, on n'a pas la masse, mais on a le volume et la masse volumique. Donc M égale ρ fois V, donc ρ1 V1 divisé par M de l'alcool. Et si on fait l'application numérique, ça fait 0,789 fois 15,0 divisé par 46. Et ça nous fait du 0,257 mol. Donc ça, c'est la quantité de matière d'alcool initialement introduit. On a aussi l'acide. L'acide, la formule brute, c'est HCO2H. Donc on va commencer par la masse molaire. Donc c'est masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois, attention, la masse molaire de l'hydrogène. Voilà, donc là on a du 12 plus 2 fois 16 plus 2 fois 1. Et ça me donne, eh bien là aussi, 46 grammes par mol. Et si je veux calculer N2, la quantité de matière d'acide, c'est M2 sur M2, et là aussi, ρ2 V2 sur la masse molaire de l'acide. Pourquoi je dis 2 de l'acide. Voilà. Donc ça fait 1,22 fois 10 sur 46, et ça me donne du 0,265 mol. Voilà pour la question 2A. Question 2B, en déduire la quantité max de méthanoate d'éthyle attendue. Donc là, c'est une question un peu plus compliquée, même si c'est pas très compliqué. Donc 2B, pour avoir la quantité de produit attendu, alors je vais vous réécrire, voilà, pour pas tout vous réécrire, mais en fait, si vous avez l'acide plus l'alcool, va donner donc l'ester plus de l'eau, il faut tout simplement calculer quelle est la... Alors vous avez donc... Alors j'ai mis ça à l'envers, donc là c'est N2, ici c'est N1, c'est pas très grave. Donc on voit, donc je rappelle, c'est vrai que j'ai effacé, mais N1 est égal à 0,257 mol. N2 est égal à 0,265 mol. Donc là, il n'y a pas de grand calcul à faire pour savoir qui est réactif limitant, qui va disparaître en premier et qui finalement va donner la valeur de Nmax. Donc ça, c'est un travail qu'on faisait avec les tableaux d'avancement. Ici, on voit très bien que N1 est plus petit que N2, 257 pour 265. N1 plus petit que N2, donc c'est l'alcool qui est le réactif limitant.
Et donc c'est lui qui va imposer la valeur de Nmax. Donc la quantité de matière d'ester, ça va être égal à la quantité N1. Ah oui, parce que si j'ai un acide avec un alcool, va donner un ester. Donc si j'ai deux alcools, j'aurai deux esters, 10 alcools, 10 esters. Donc j'en ai autant. Égalité entre la quantité d'ester et d'alcool disparu. Et donc c'est 0,257 mol. Voilà la quantité max d'ester qu'on peut obtenir. Ensuite, 2C. Alors, question 2C, on vous demande, dans l'hypothèse d'un rendement de 100%, calculer le volume maximum de méthanoate obtenu. Donc là aussi, il faut calculer la masse de l'ester. Donc l'ester, sa formule brute, c'est C3H6O2. Donc la masse molaire de l'ester, c'est égal à 3 fois la masse du carbone plus 6 fois la masse de l'hydrogène plus 2 fois la masse de l'oxygène. Ça fait 3 fois 12 plus 6 fois 1 plus 2 fois 16. Et ça me donne du 74 grammes par mol. Donc là, je vais pouvoir calculer le volume de l'ester max qu'on pourrait obtenir. Je le fais avec la masse volumique, ρ égale m sur v, donc v égale m de l'ester sur ρ de l'ester. Donc on vous donne la masse volumique de l'ester, mais pas la masse. Bon, mais la masse, si on a la quantité max plus la masse molaire, alors la masse, c'est la quantité d'ester max qu'on peut avoir fois la masse molaire d'ester, donc divisé par la masse volumique de l'ester. Donc ça nous fait du 0,257 mol fois 74 grammes par mol divisé par 0,902 la masse volumique en grammes par millilitre. Et ça nous fait donc du 21,1 millilitres. Voilà, donc le volume maximum qu'on peut obtenir d'ester. Donc petit d, quelle observation expérimentale permet de savoir que la réaction est terminée? Donc si la réaction est terminée, ça veut dire qu'on n'a plus d'ester, enfin on n'a plus d'alcool pour fabriquer l'ester, et l'ester c'est volatilisé et on l'a récupéré dans les RNA meilleurs. Et donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester donc l'acide et l'eau. Alors l'acide, la température d'ébullition de l'acide c'est 101 degrés, donc on va avoir la température des vapeurs qui vont augmenter. Donc on était à 57 degrés et donc ça va chauffer et si on a des vapeurs, eh bien elles seront plus chaudes que celles des vapeurs d'ester. Donc dès que la température augmente et dépasse 60 degrés, on arrête et on sait qu'on n'a plus d'ester. Voilà, donc 60-70 degrés, de toute façon il ne faut pas arriver à 100, 101 degrés pour l'acide, 100 degrés pour l'eau, parce qu'on fabrique aussi de l'eau, attention. Donc dans le ballon, vous allez avoir au bout de 5 minutes de l'acide, de l'alcool, de l'ester et de l'eau. Sauf que l'ester c'est le plus volatile, donc on le récupère. Et comme ça, on va pouvoir récupérer l'ester au fur et à mesure. Voilà. Et on sait qu'on va aller vers une réaction totale. Alors là, je vais un peu plus loin. Ça se programme un peu de terminal. Il faut savoir que cette réaction au départ n'est pas totale. Elle est à 70%. Elle se fait à 67%. Donc elle est équilibrée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait toujours avoir de l'ester, de l'alcool et de l'acide dans le mélange réactionnel. Mais si vous enlevez l'ester au fur et à mesure parce qu'il est en train de s'évaporer, vous allez déplacer l'équilibre vers la droite, donc ça c'est la terminale, et donc vous allez aller vers 100% de rendement. Voilà. Donc ça c'est une technique. Dans les industries, on élimine l'eau, mais c'est pareil, et on garde l'ester. Ça fait un schéma de moins, enfin un montage de moins. Et ça, c'est une technique pour déplacer les équilibres, mais vous verrez ça donc l'an prochain. Donc là, dès que vous avez la température qui augmente, vous savez que c'est terminé.
Voilà pour... Alors, il y a une autre question. Il y a une autre question de l'exercice 19, justement. Le spectre infrarouge. Alors, on avait sauté cette partie dans le chapitre sur les structures de molécules, parce que je trouvais que ça avait plus sa place dans ce chapitre-là, pour justement analyser le produit obtenu. Ce qui est logique, parce que vous voyez, on l'a dans ce chapitre. Les deux derniers exos sont des exos du chapitre sur les structures, justement pour revenir sur les spectres infrarouges. Donc là, on a un spectre, et il faut voir en fait, si ce spectre montre que le produit obtenu est bien différent. Alors, évidemment, il faut céder du rabat, donc du rabat 3, c'est-à-dire de la valeur du nombre d'ondes sigma pour savoir quel type de liaison j'ai. Donc, grosso modo, vous en première, vous devez savoir, juste reconnaître, hein, mais on va vous donner les valeurs. Là, vous avez de toute façon pas grand-chose à voir, dans le sens que vous avez un pic vers 1200, bon, ok, mais de toute façon, en dessous 1500, on s'en occupe pas. Par contre, là, à 1750 à peu près, vous avez une bande fine et forte qui va correspondre, d'après le tableau, à la liaison CO. Vous avez donc une liaison CO. Alors, dans toutes les espèces chimiques qui pourraient être présentes dans le mélange réactionnel, vous avez donc soit l'acide étant de l'acide méthanoïque, hein, donc c'est HCOOH, voilà l'acide que vous avez, ou alors l'ester. Voilà. L'ester, alors l'ester c'est... Oui, bah c'est ça, oui, chouette. Et après c'est quoi? Ah, oui, donc l'ester c'est ça, 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 et là on a CH2CH3. Voilà. Donc c'est du méthanoate d'éthyle. Voilà. Donc vous avez les deux groupes carbonyles qui sont X, ouais, enfin CO comme ça, carbonyles, CO qui sont là et qui sont visibles avec la bande à 1750 cm-1. Et là vous dites, ah, mais on ne peut pas savoir si c'est l'acide ou l'ester. Et vous avez raison. Sauf que là vous avez la liaison OH. Et cette liaison OH dans l'acide, d'après le tableau, elle vibre, si on la bombarde d'infrarouge, elle vibre, et elle vibre avec une bande forte et large, super large, très caractéristique, avec un nombre d'ondes compris entre 2006 et 3002. Voilà. Et le problème, c'est que si vous regardez votre spectre, entre 2006 et 3002, vous avez rien. Vous avez des tout petits pics là qui ne sont pas significatifs. Donc, vous n'avez plus d'acide. Et vous n'avez plus que l'ester. Et là, c'est le spectre qui vous le dit. Voilà, donc ça c'est très intéressant, le spectre infrarouge, pour finir une synthèse. Alors, on était à l'exercice 22. C'est ça. Exercice 22, ensuite exercice 23. Alors, exercice 23, là c'est... alors, je vais effacer parce qu'on va faire tout ça sur la même feuille. Donc, dans l'exercice 23, vous avez calculer le rendement de la synthèse. Voilà. Alors, vous avez là aussi un triester. Alors là, vous avez un triester qui réagit avec des ions hydroxyde et ça donne du savon. Voilà. Donc, vous avez l'équation, je ne vais pas la recopier. Il faut... Alors, moi, j'aime bien suivre un petit peu l'énoncé détaillé. On vous dit qu'on récupère une certaine quantité de savon. Donc, en gros, il faut calculer les quantités des réactifs. Il faut regarder quel est le réactif limitant. Ça va vous donner la quantité max théorique. Et il faut calculer aussi la quantité de produits obtenus de savon. Vous faites le rapport des deux et vous avez le rendement. Voilà. C'est toujours pareil. C'est vrai que vous faites pour la première fois. Donc on va calculer la quantité de matière d'ester pour commencer. Donc c'est égal à la masse d'ester sur la masse molaire d'ester. La masse molaire du triester, on vous le donne. La masse, c'est 20 grammes. Hein, donc voilà, donc c'est assez simple. Hein. Donc on est sur du 20 grammes divisé par 890. Et donc on a du 2,25 10 moins 2 mol. Voilà.
quantité de matière de soude, là c'est un liquide, enfin c'est une solution aqueuse, donc c'est plutôt du C fois V. La concentration est de 10 mol par litre, ouais, c'est ça, 10 mol par litre fois le volume, 40 millilitres, donc c'est 40 10 moins 3, et ça nous fait donc du 4 10 moins 1 mol. Voilà. Alors maintenant, il faut regarder donc quel est le réactif limitant. Donc on va faire le fameuse, on va regarder qui est le plus grand. On va faire une comparaison. Voilà. Comparaison entre n de l'ester divisé par son nombre stoichiométrique, c'est-à-dire 1. Donc, on regarde ça dans l'énoncé. Donc ça, c'est égal à 2,25 10 moins 2 divisé par 1. Et on va le comparer à donc, n de soude divisé par son nombre stoichiométrique qui est 3. Et donc ça nous fait du 4 divisé par version, donc 4,0010 moins 1 divisé par 3, et c'est égal à 1,33 10 moins 1. Et donc le plus petit des deux, évidemment, c'est l'ester, c'est logique. Donc l'ester est le réactif limitant. Donc il faudrait calculer quelle est la quantité de matière. Voilà, donc en fait pour une molécule, une mol de triester, on a 3 mols de savon. Donc on peut dire que la quantité de savon max est égale à 3 fois la quantité d'ester qui va réagir totalement parce qu'il est réactif limitant. Donc ça fait du 3 fois 2,25 10 moins 2. Et donc ça fait du 6,75 10 moins 2 mol. Ok. Mais quelle est la quantité de savon, de produit obtenu? Eh bien, c'est égal à M' divisé par la masse molaire du savon qu'on vous donne. M', donc on obtient 15 grammes de savon. La masse molaire, c'est donc 306. Et donc, on a vraiment 4,90 10 moins 2 mol de savon obtenu, alors qu'on aurait dû en obtenir 6,75 10 moins 2 si la réaction avait été totale. Donc, on va pouvoir calculer le rendement, c'est-à-dire NP sur Nmax, donc quantité de matière de produit obtenu, donc de savon obtenu, sur la quantité de matière max de savon qu'on aurait dû obtenir. Et donc là, on fait le rapport, donc ça fait 4,90 10 moins 2 divisé par 6,75 10 moins 2. Et on obtient du 0,726, soit du 72,6%. Voilà. Voilà pour cet exercice fort passionnant. Exercice numéro 24 maintenant. Alors, exercice numéro 24. Là, vous avez... voilà, vous n'avez pas trop de calcul, hein, c'est de l'explication. Donc, vous avez la synthèse de la benzocaïne, ne pas confondre avec la benzoïne qu'on avait fait tout à l'heure. Vous avez tout le protocole, on va y revenir évidemment. Il faut donner un nom à chacune des étapes du protocole. Alors, pour l'étape numéro 1, dans un ballon, introduire une masse, agiter doucement le mélange. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prélèvement. Regardez votre cours, donc prélèvement des réactifs. Deuxième étape, on vous dit donc de placer le ballon dans un bas de glace, ajouter goutte à goutte une solution d'acide sulfurique. Alors là, l'acide sulfurique ne va pas être un réactif, mais il va améliorer la cinétique. Donc, là, on n'est pas dans le prélèvement des réactifs, on n'est pas encore dans la transformation, mais on va dire ça améliore la cinétique. Voilà. Donc
c'est pas vraiment une étape, mais je vous dirai à quoi ça sert quand même. Donc ça améliore la cinétique, c'est-à-dire ça va accélérer la réaction. Troisième étape, là par contre, on chauffe un reflux et on laisse le mélange revenir à température ambiante. Donc là, c'est la transformation chimique, ce qui est l'étape la plus importante, évidemment. Quatrième étape pour eux, il faut filtrer le solide blanc obtenu et le laver à l'eau glacée. Donc là, on est sur de l'isolement de l'espèce du produit brut, voilà, plus une purification. Donc isolement plus purification, on a vu ça dans le cours, parce qu'on lave avec de l'eau glacée. Placer le solide, donc étape 5, placer le solide à l'étuve. Donc là aussi, on est encore sur de la purification. On enlève les dernières traces d'eau. Et enfin, l'étape 6, analysée par analyse CCM, c'est justement de l'analyse de produits. Voilà pour les étapes. Question 2A. Expliquer l'intérêt du dispositif utilisé dans l'étape numéro 3, le chauffage à reflux. Donc le chauffage à reflux permet d'accélérer la réaction, donc augmenter la température, donc faire un chauffage. Donc le chauffage permet d'accélérer la réaction. Donc voilà, je vais mettre donc accélérer la réaction sans perte de matière, c'est ça qui est important. Voilà. On ne perd pas sans perte de matière parce qu'on refroidit les vapeurs et elles retombent dans le mélange réactionnel. Quel est l'intérêt du lavage réalisé à l'étape numéro 4 ? Eh bien, ça permet de supprimer, d'enlever les impuretés. Supprimer les impuretés qui pourraient rester impuretés dans le mélange réactionnel avec, pas dans le mélange réactionnel, mais oui, dans le mélange réactionnel, mais pour les enlever de ce qu'on veut obtenir comme produit brut. Et c'est d'autant plus facile que le solvant est froid. Donc plus le solvant est froid, mieux ça se passe. Et c'est pour ça qu'on nettoie avec de l'eau glacée. C'est bon, 2 petits B, oui, voilà. Et 2 petits C maintenant. Pourquoi le solide doit être placé à l'étuve ? Eh bien, pour assécher le produit brut. Ah oui, il y avait question 3 et 4, oui, quand même. On va exploiter la CCM. Alors, expliquez pourquoi le solide synthétisé ne peut pas être directement incorporé à un médicament. Pourquoi Oui, ça c'est la CCM. Donc regardons à la CCM. Donc la CCM, on vous met en partie A un acide. Voilà, merci. Donc on met un acide en A, on met en B la nasocoïne commerciale pure et en C ce qu'on a obtenu. Et donc on peut voir que le produit obtenu, il n'est pas pur. Donc le produit brut n'est pas pur. Il a toujours un petit peu d'acide avec lui. La CCM est une technique qui permet de séparer et d'identifier un mélange. Et donc là, effectivement, notre solide obtenu, en fait, il n'est pas pur. Et il y a de l'acide. Donc on ne peut pas le mettre dans un médicament. Il faut le purifier davantage. Question 4, le rendement de la synthèse effectué est de 80%. Formuler les hypothèses expliquant pourquoi ce rendement est inférieur. Peut-être que, alors là c'est tout ce qu'il y a dans le cours, donc la réaction n'est peut-être pas totale, il y a peut-être des pertes lorsqu'on fait une filtration, lorsqu'on fait de la purification, voilà, donc toutes ces techniques-là, on a rarement un rendement de 100% de toute façon, voilà, donc il y a des pertes
perte de matière qui explique qu'il n'y a pas de rendement à 100%. Voilà pour l'exercice numéro 24. Donc là maintenant on va revenir pour les 2 derniers exercices au chapitre sur les spectres infrarouges. Voilà, je trouvais intéressant de vous donner quand même 2 petits exercices là-dessus. Donc exercice numéro 14. Alors dans cet exercice numéro 14, voilà, donc vous avez un spectre, le spectre du butane de Hall. Butane de Hall. Voilà. D'après le nom de la molécule, déterminer la famille de composés à laquelle il appartient. Donc là, évidemment, le butane de Hall, c'est un alcool. Voilà. Donc RCOH, par exemple. Voilà. Identifier le ou les bandes d'absorption caractéristiques du butane de Hall. En fait, vous en avez une très importante. Vous pouvez regarder ça sur le rabat. C'est une bande, donc c'est la liaison OH, mais pour un alcool. Voilà. Donc la liaison OH pour un alcool, c'est une bande forte et large. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire forte et qu'est-ce que ça veut dire large. Et cette bande-là, elle est vers 3200, 3400 cm-1. Donc si vous regardez votre spectre, effectivement, entre 3002 et 3004, vous avez une bande forte et large. Alors forte, ça veut dire que la transmission, elle est pas loin de 0, hein, effectivement, 0%. Et large, tout simplement parce qu'il y a un intervalle assez grand pour sigma, le nombre d'ondes. Donc là, 3002, 3000 large, c'est large, ce n'est pas une bande fine comme vous avez juste avant à 3000 cm-1. Voilà, pour l'exercice 14, c'était pas très compliqué. Et je vous en ai donné un autre, c'est le 16, voilà, qui est un peu plus sympa. Donc, dans l'exercice 16, vous avez donc une espèce chimique, C2H4O2. Ok, on ne vous dit rien là-dessus. Ok, voilà. Et donc il faut écrire la formule semi-développée de E. Voilà, ça c'est super intéressant. Alors vous avez 2 carbones, d'accord, voilà, 2 carbones. Hein, vous avez des H autour et vous avez des oxygènes. Hein, il y a 2 oxygènes. Alors ce qu'on peut voir ici, nous avons une bande large, hyper large et assez imposante qui se trouve vers 2000, alors ça commence à 2005, 2006 et ça finit vers 3002 à peu près. Donc vous avez une bande large, alors une bande forte, hein, une bande forte et large vers 2000, 2006 pour reprendre les valeurs du tableau hein, qui est dans les rabats numéro 3. Voilà, et donc ça c'est dû à une liaison OH mais dans un acide. Voilà. Et là vous dites tiens, s'il y a un acide, il y a peut-être une liaison CO. Effectivement, la liaison CO ce serait une bande forte et fine vers 1700. Et là, bingo, on en a une bande qui est forte, donc la transmission est faible, et fine, hein, qui n'est pas large, donc aux alentours de 1700. Et donc ça, c'est significatif de la liaison CO. Donc vous allez avoir une liaison CO, vous allez avoir une liaison OH dans un acide, vous avez donc un acide, et là évidemment vous avez les H qui traînent, qui restent. Donc voilà la formule semi-développée, c'est l'acide éthanoïque. Voilà pour ces exercices, j'espère que ça vous a plu et que vous aviez trouvé la majeure partie des réponses. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bon courage pour la suite.